Après la modernisation du cadre juridique de protection du patrimoine et l'ouverture des chantiers de construction de musées répondant aux meilleurs standards internationaux, le Bénin ne se contente pas des premiers résultats de sa politique de restitution devenue une référence en Afrique. Ce pays, où la tradition et la modernité se conjuguent, a décidé d'aborder une nouvelle étape de la réparation des fractures de son histoire. Le Bénin a choisi de renforcer et de pérenniser sa coopération avec la France, une coopération davantage fondée sur la confiance, le respect mutuel et l'excellence scientifique, à travers la création d'une commission scientifique conjointe. En installant officiellement le Comité scientifique national de restitution des biens culturels, le gouvernement de la République du Bénin pose un acte de souveraineté, de responsabilité et de confiance dans l'intelligence nationale. Il affirme avec force et sans détour que la reconquête de notre patrimoine ne relève ni de l'émotion ni de la revendication, elle relève d'une méthode. Une méthode fondée sur la science, sur le droit, sur le dialogue et sur la coopération internationale. Nous travaillons sur ces questions depuis bien longtemps. Je peux vous garantir que nous ferons ce que l'État et la nation attendent de nous. Le gouvernement béninois a sollicité une nouvelle restitution de ces biens culturels conservés en France. Au total, 35 nouveaux biens culturels ainsi que des archives conservées dans les collections publiques françaises sont concernés. Il y a dans les collections publiques françaises des œuvres qui portent notre nom, notre mémoire et une part de notre âme. Elles y sont depuis plus d'un siècle, nous ne les avons pas oubliées. Pour les autorités béninoises, la restitution des biens culturels dépasse la seule dimension patrimoniale. Elle constitue un enjeu de justice historique, de mémoire collective et de souveraineté nationale, tout en s'inscrivant dans une coopération scientifique renouvelée avec la France. Une innovation importante qu'il faut encourager et saluer, c'est le projet de création d'un fonds de protection de la forêt et de la faune. Il faut que ce fonds soit opérationnel et doté de ressources suffisantes, géré avec rigueur, transparence et redevabilité. Le projet de loi soumis à notre examen constitue une réforme d'envergure. Il apporte des réponses concrètes aux nombreuses préoccupations restées jusqu'à présent sans solution. En adoptant ce code, notre Assemblée ne se contente pas de moderniser un texte vieux de 30 ans. Elle inscrit dans la loi le choix d'un développement qui ne sacrifie pas demain aux exigences d'aujourd'hui. Le développement d'une nation ne se mesure plus uniquement à la hauteur de ses immeubles ou à la longueur de ses routes. Il se mesure également à sa capacité à protéger les ressources qui rendent ce développement possible. Je voudrais donc vous exhorter, chers collègues députés, à bien vouloir vous joindre à moi pour adopter ce projet de loi afin de doter notre nation d'un dispositif juridique à la mesure des enjeux environnementaux actuels. Dans la gouvernance du secteur forestier, désormais une innovation majeure a été introduite, la création d'un cadre de concertation. Ce mécanisme favorisera une meilleure coordination entre les administrations publiques, les collectivités territoriales, les communautés locales, la société civile et le secteur privé. Beaucoup d'apports ont été développés ou présentés par les honorables députés, pour la plupart avec le travail extrêmement précieux qui a été fait par la Commission. Pour la plupart, ces apports sont intégrés dans le texte que nous présentons aujourd'hui. Les appuis qui vous sont aujourd'hui donc apportés viennent compléter les investissements que vous avez toutes et tous consacrés pour changer donc le mode culturel dans lequel vous vous trouviez, donc passer du conventionnel à l'agroécologie, dans un souci d'une part de préserver la biodiversité de ce territoire particulier, mais également d'apporter une nourriture plus saine auprès des populations, des communautés qui se trouvent autour de vous. On ne peut donc que vous féliciter d'avoir fait ce pas et de poursuivre votre engagement
pour que vous soyez des exemples et que de plus en plus d'agriculteurs, d'agricultrices, de transformateurs ou transformatrices, de commerçants et commerçantes s'investissent dans cette dimension agroécologie en matière de sauvegarde donc de l'environnement et d'une santé meilleure. Vous allez recevoir donc ces investissements. Comme je le rappelle, c'est un complément de ce que vous avez vous déjà investi au niveau donc de votre entreprise. On ne peut que vous encourager à les utiliser de la meilleure façon possible et que ces matériels, ces équipements, etc., donc vous permettre de grandir et de rayonner au niveau donc de vos communes, de vos communautés. Le gouvernement du président Wadaï a fait de la protection des ressources naturelles une priorité. Et comme vous le savez, dans le projet de société du candidat devenu président de la République, notre cher président de la République, le président Wadaï, a mis un accent particulier sur l'élimination de l'extrême pauvreté sur toute l'étendue du territoire national, avec un accent particulier sur le renforcement et l'autonomisation de toutes les personnes qui travaillent dans le secteur agricole. Chers bénéficiaires, je vous invite donc à faire un usage responsable et judicieux de ces équipements afin qu'ils produisent les résultats attendus et servent de modèle à d'autres initiatives de développement durable. Pour finir, je voudrais renouveler les remerciements de la commune de Comé à Enabel et à l'ensemble des partenaires du projet Delta Mono pour cette précieuse collaboration et ce don qui, je l'ai dit tantôt, à coup sûr, permettra d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Aujourd'hui, nous faisons la remise officielle des kits pour ces prestataires de services jeunes qui vont également qui ont créé leurs entreprises et qui vont travailler. Et donc, le projet les appuie à travers ce fonds d'amorçage pour atténuer un peu les charges d'investissement de ces jeunes-là. Et donc, nous avons aujourd'hui 57 jeunes qui seront subventionnés à travers ces kits. Nous voudrions une fois encore dire merci et dire que véritablement c'est l'expression de Delta Mono aujourd'hui à pouvoir nous rassurer que son engagement envers nous est total et que nous pouvons continuer sur Delta Mono, sur Enabel. En ces mots, je voudrais dire une fois encore merci et nous prenons l'engagement individuellement à faire bon usage de ce matériel, de ces équipements-là, et prochainement, quand on reviendra chez chacun de nous, on verra que bon usage a été fait de ça et on pourra continuer à nous accompagner. L'affaire Kémy Séba connaît un nouveau rebondissement en Afrique du Sud. La justice sud-africaine a une nouvelle fois reporté l'examen du dossier de l'activiste panafricaniste dont la comparution était initialement prévue ce mardi. Selon plusieurs sources médiatiques, la prochaine audience est désormais fixée au 11 août 2026. Ce nouveau renvoi prolonge la procédure judiciaire en cours devant les tribunaux sud-africains. En attendant cette nouvelle échéance, Kémy Séba reste maintenu en détention. Au cœur de cette affaire figure une demande d'extradition introduite par les autorités béninoises. Les juridictions sud-africaines doivent encore examiner les différents éléments du dossier avant de rendre leur décision sur la suite de la procédure. L'affaire a débuté le 13 avril 2026, date à laquelle Kémy Séba a été interpellé à Pretoria en compagnie de son fils et d'un ressortissant sud-africain. Depuis cette arrestation, plusieurs audiences se sont tenues devant la justice sud-africaine. De son côté, le Bénin a engagé une procédure d'extradition.
L'activiste étant recherché par la justice béninoise dans le cadre d'une affaire liée à des accusations d'incitation à la rébellion à la suite de la tentative de coup d'État de décembre 2025, la prochaine audience prévue le 11 août devrait permettre à la justice sud-africaine de poursuivre l'examen de ce dossier très suivi dans la région. Au Mali, 6 proches de l'ancien président de transition Ba Ndao ont comparu mardi devant la chambre criminelle de la cour d'appel de Bamako. Ils sont poursuivis pour un présumé complot contre le gouvernement après près de 5 ans de détention. Parmi eux figure l'ancien chef de la sécurité d'État, le colonel Kassoum Goïta et l'ex-secrétaire général de la présidence, Kalilou Doumbia. Les autorités n'ont jamais rendu public les faits précis qui leur sont reprochés. La défense dénonce une affaire à caractère politique visant d'anciens alliés de Ba Ndao, renversés en 2021 par les militaires, aujourd'hui au pouvoir. Les avocats affirment également que les accusés ont été victimes de torture et privés de soins médicaux adéquats durant leur détention. Ce procès constitue leur première véritable occasion de contester les accusations et de demander leur acquittement, dans un contexte où les poursuites pour complot contre le régime se multiplient depuis le début de la transition militaire. Au Sénégal, le ministère de la Jeunesse et des Sports a ordonné mardi à la Fédération de football de mettre fin aux communications en lien avec la participation des Lions de la Teranga à la Coupe du Monde 2026. La mesure vise à préserver la sérénité nationale et à garantir le respect des institutions, précise un communiqué des autorités. L'élimination de l'équipe nationale en 16e de finale, alors qu'elle menait 2-0 jusqu'à la 80e minute face à la Belgique, a donné lieu à ce que le département des sports du pays qualifie de polémiques stériles qui nuisent gravement à l'image et à la réputation du pays à l'étranger. La sortie du président de la Fédération sénégalaise le 13 juillet sur les raisons du limogeage du sélectionneur national Pape Thiaw a été la goutte de trop. Après avoir sonné la fin de la récréation, le gouvernement sénégalais a promis de faire la lumière sur la participation du pays à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les Rastafaris sont de grands amateurs de cannabis. Au Kenya, ils ont demandé l'autorisation de fumer cette herbe pour des raisons religieuses, mais un tribunal a rejeté mercredi la demande dans son intégralité. Pour le juge, la communauté n'avait pas démontré que les lois anti-drogue du pays portaient atteinte à ses libertés religieuses. Le magistrat a appelé à l'ouverture d'une réflexion nationale sur l'avenir de la réglementation du cannabis, invoquant son usage récréatif répandu dans le pays. Au Kenya, en effet, une loi de 1994 prévoit jusqu'à 10 ans de prison et une lourde amende pour la possession de cannabis. Les Rastafari affirment que cette disposition est régulièrement utilisée par la police pour les harceler. Le rastafarisme, qui met l'accent sur le mysticisme, le panafricanisme et le végétarisme, semble gagner du terrain au Kenya, notamment auprès des jeunes. L'Union européenne a décidé d'interdire l'achat, le transfert et l'importation d'or en provenance du Soudan. Elle interdit également la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de mercure et de cyanure vers le pays. L'annonce faite lundi intègre une série de sanctions visant les paramilitaires et l'armée soudanaise qui s'affrontent depuis avril 2023. Bruxelles estime en effet que le commerce de ce précieux métal est une source de revenus pour les belligérants. L'or exploité au Soudan est raffiné dans les pays du Golfe avant sa commercialisation dans les marchés européens et asiatiques. La guerre, qui dure depuis 3 ans au Soudan, a provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l'Organisation des Nations Unies.